OK, c'est beau. OK. Donc, en fait, ce groupe-là, les analyses qu'ils ont faites, c'est des choses que, quoi, vous n'auriez pas remarqué seul ou pourquoi est-ce que c'était utile pour vous de faire affaire avec ce groupe-là? Il y avait quelques raisons. En fait, ça a été fait par appel d'offres. Donc, c'est le groupe qui nous a offert la soumission au meilleur prix et qui était conforme. Donc, on a suivi les règles d'octroi de contrat. C'était nécessaire pour nous de prendre un recul et d'avoir une perspective objective et d'une tierce partie qui n'avait pas été impliquée dans le développement du réseau du départ. Donc ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est que c'est un enjeu de capacité. On ne peut pas se demander à l'équipe qui a des ressources très limitées de faire sa job dans le quotidien, puis en plus de faire des analyses aussi détaillées et aussi en profondeur. Et on souhaitait tendre la main à nos usagers et qui viennent nous parler franchement, garde baissée, dans des forums de discussion et des ateliers de travail. Monsieur Dehout, tantôt, a bien mentionné que c'était des ateliers de travail. Et nous, on pensait que c'était préférable que ça soit fait par une firme objective externe. Est-ce qu'ils avaient un mandat de réaliser, de revoir complètement le réseau ou de faire des propositions dans le cadre du fonctionnement actuel avec le Rapibus et tout ça, les services de rabattement? Bien, vous avez entendu les recommandations tantôt. Ça déborde du fonctionnement proprement dit du Rapibus. Quand on nous parle des corridors sur le territoire, par exemple, la partie de hall du territoire, on ne peut pas faire une analyse du réseau et du fonctionnement Rapibus sans regarder l'ensemble du fonctionnement sur le territoire. Mais l'analyse des lignes, pour cette fois-ci, était concentrée sur les lignes du Rapibus, là, de ce côté-ci de la rivière. Mais la question était plutôt de savoir est-ce qu'on voulait, on était ouvert à revoir le fonctionnement complet du Rapibus ou il fallait rester sur le principe du rabattement dans cette étude? Ah non, il n'y avait pas de contrainte de cette nature-là là, qui était... c'était ça la question, j'avais mal compris. Non, il n'y avait pas de contrainte de cette nature-là. Non, au contraire, ce qu'on voulait, c'est, écoutez, donnez-nous votre avis avec votre expertise et votre bagage de connaissances sur ce que vous jugez qui fonctionne bien et ce que vous jugez qui nécessite des améliorations. Et il n'y avait pas ce genre de contrainte-là, pas du tout. Et ça aurait été, en fait, aller à contresens de l'objectif de l'analyse. Okay. Les propositions qui sont faites, c'est relativement quand même, c'est atteignable, peut-être pas tout de suite, toutes les recommandations, mais la plupart d'entre elles sont atteignables dans un aspect court-moyen terme, dans le fond. Oui, bien, tantôt, la présentation vous a amené vers des critères qu'on devait utiliser. On ne peut pas tout s'acheter, là. Il y a des limites. On a 310 autobus, on a un certain nombre de chauffeurs qui est dans les environs d'environ 400, puis on a un certain budget. On a des contraintes qu'on doit considérer quand on fait ce genre d'analyse-là. Et les contraintes ont été prises en considération. Maintenant, ce soir, là, c'est significatif les changements qu'on propose. C'est à l'intérieur des budgets qu'on peut se permettre. Et je vous dirais par contre qu'on étire l'élastique. On est vraiment à la limite, une fois qu'on va mettre ça en œuvre, on est à la limite de ce que notre flotte peut absorber et aussi à l'intérieur des limites budgétaires. Ce que je voulais dire aussi, par exemple, par rapport au rapport, c'est qu'on ne propose pas une refonte majeure du réseau. On propose quelques ajustements, des ajouts ici et là. Ouais. Il y a des coûts attachés à ça, mais je veux dire, c'est pas... C'est une évolution. Hein. Rappelez-vous, là, si je vous ramène en janvier, là, j'essaie d'être précis dans la date, là, on est en janvier 2014, quand on a déjà commencé à faire, dès le départ, à faire des ajustements. Et c'était connu de la STO qu'en lançant le Rapibus, qu'il y aurait des ajustements et des améliorations à faire de façon continue. Ce qu'on a fait, et la preuve que ça a fonctionné, c'est qu'aujourd'hui, on peut déclarer une augmentation d'achalandage pour le 7e mois consécutif. Donc, ça porte fruit et c'est une évolution dans un contexte d'amélioration continue et soutenue. Pourquoi la géolocalisation, entre autres, dans les autobus? Parce qu'il y a une chose qui semble revenir de façon récurrente du côté des usagers. Ils sont tout le temps en retard, les autobus, on se pointe à l'heure, ils sont pas là, c'est frustrant. Si au moins il y avait sur leur téléphone la capacité de voir où est l'autobus, de planifier leur trajet en fonction de ça, pour quand est-ce que ça arriverait, ça?
Vous parlez peut-être pas aux mêmes usagers que nous, là. Moi, c'est pas tous les usagers qui nous disent que tous nos autobus sont toujours en retard. Par contre, on a passé une résolution récemment où on va acquérir un système qui s'appelle SAEIV, qui est l'abréviation d'un plus long terme que je n'essayerai pas de répéter. Et c'est exactement ça l'objectif. L'objectif, c'est d'améliorer, de mettre à niveau notre technologie de suivi de nos autobus, notre technologie de contrôle des accès par nos usagers. Là, on a déjà la carte à puce qui nous aide et tout ça va nous permettre d'avoir de l'information sur les habitudes de déplacement en temps réel de nos usagers. Et nos usagers vont pouvoir aussi suivre le déplacement de leur autobus, de leur ligne, à partir de leur téléphone et de façon plus ponctuelle. Si vous me permettez d'ajouter, il reste que la STO était précurseur dans le domaine d'un système d'aide à l'exploitation. Depuis 1986, on a en place ce qu'on appelle notre SagePA Infobus, qui donne quand même de l'information en temps réel à l'ensemble des usagers via le numéro de téléphone là, que vous voyez sur les panneaux d'arrêt ou sur le site web. Là. Donc, mais c'est sûr que ce système-là a ses limites et sa localisation n'est pas basée sur des GPS, mais un système qui est plus archaïque, donc il y a des limites de précision. Mais il reste qu'on était quand même précurseur et qu'on a quand même présentement un système. Donc, on va l'améliorer de façon très importante. On va passer d'un système à borne, si on peut simplifier, à un système GPS. Okay. On a plusieurs propositions qui vont être mises en place. Il y en a d'autres qui pourraient être mises en place plus tard. Est-ce qu'il y en a qu'on sait que c'est utopique de penser qu'on pourrait les mettre en place dans ce qui a été proposé par groupe MMM? Ben, je ne sais pas ce que vous voulez dire par utopique. On sait qu'on ne pourra pas les mettre en place. Là, moi, je vais vous ramener toujours aux mêmes critères. 308 autobus, 400 chauffeurs, puis un budget où on a des contraintes. Par exemple, la quote-part de la ville, je sais que le conseil d'administration a des obligations de respecter les directives de la ville. Je n'élaborerai pas toutes les contraintes, là, je vous en cite quelques-unes. Ça va cadrer dans cette logique-là, dans cette stratégie-là. Si ça réussit, on réussit à faire cadrer les recommandations à l'intérieur de ce cadre-là, ça va être possible. Et sinon, on va essayer. Puis on est toujours, il ne faut pas oublier aussi que il y a une analyse continue qui se fait de nos dépenses à la STO. Donc, il y a cette rigueur-là qui s'installe dans la gestion de nos finances qui nous permet d'avoir une certaine fluidité de réallocation de nos ressources. Donc, c'est tous ces éléments-là avec lesquels on jongle de façon continue. Et l'objectif, la finalité, c'est la qualité du service à la clientèle. C'est un engagement qui a été pris dès le départ par le conseil d'administration et on a l'appui de la direction générale pour s'assurer qu'on est focusé sur l'usager au cœur de toutes nos décisions. Les autobus, Brigitte, dans le fond, on parlait tout à l'heure d'un premier pas vers l'électrification complète des services de la STO, je présume. Cette électrification complète-là dans la planification, c'est prévu pour quand? En fait, il faut se rappeler que la STO est une des 9 sociétés qui fait partie de l'Association du transport urbain du Québec. Et c'est à travers les initiatives de recherche qui sont faites via ce qu'on appelle l'ATUC, où la STO participe à des tests d'autobus électriques. On a participé l'an passé. Et là, il y a des analyses qui sont faites. L'enjeu, ça demeure un enjeu de capacité des batteries à nous faire les distances nécessaires. Ce que les tests ont démontré, c'est que c'est peut-être possible l'été. L'hiver, ça devient plus compliqué avec la rigueur de nos hivers. J'ai pas de date en tête ciblée par le gouvernement. C'est un engagement du gouvernement du Québec en passant. Et le ministère du Transport du Québec a demandé aux sociétés de transport de s'aligner vers des autobus articulés hybrides. Et c'est ce qu'on fait. On est les premiers à faire ces achats-là. Donc, on va être les premiers à les tester. Et c'est un pas vers l'électrification, mais il n'y a pas de date ciblée par la TUC pour une électrification totale de notre flotte. OK.
OK. Ils n'ont pas été testés au Québec, Oui, ils ont été testés. Oui, ben, Les 40 pieds, en fait, les autobus de type régulier, là, 40 pieds, hybrides, sont actuellement en service dans différentes sociétés de transport au Québec. On va recevoir d'ailleurs nos premiers probablement au mois de juin. Mais les articulés hybrides, on sera les premiers à en faire le test, donc sur le réseau du Québec. Donc, on est en collaboration dans nos acquisitions avec le RTC, mais les premiers, ce sera nous qui allons les recevoir. Puis il arrive 2016. On vise le début de l'été 2016, effectivement. c'est la résolution qu'on a passée tantôt. Les mesures préférentielles, vous parlez d'une subvention du MTQ, ça c'est pour l'ensemble des mesures que vous souhaitez mettre en place? C'est un programme du MTQ qui nous permet d'avoir des subventions à 100% des frais. Okay. Donc, c'est déjà un programme qui est existant, ce n'est pas un nouveau programme. Et là, maintenant, on a 4 projets ciblés, bien identifiés. Il s'agit maintenant de faire les devis, les plans et les devis pour la mise en œuvre. Donc, c'est le début de ces travaux-là qui vont mener à cibler ces quatre endroits-là. L'emprunt de 9 millions. Ça va être remboursé? Oui, remboursé à 100%. OK. Est-ce qu'ils sont confirmés, ces 4? Parce que là, on parle d'études de justification. Est-ce qu'il faut les justifier ou ils sont vraiment confirmés? Ben, c'est-à-dire qu'on doit faire les analyses nécessaires, on doit faire tout le travail de fond pour déterminer les coûts plus précis, pour déterminer tous les tenants et les aboutissants du projet. Donc, on pourrait appeler ça la phase pré-projet. C'est toute l'analyse professionnelle qui doit être faite, le travail d'analyse et de plan. Et après qu'on va avoir ça, on va pouvoir confirmer des dates plus précises et un calendrier d'exécution. Ça va? Ça va. OK, merci. Merci. Merci.